CJSO 101.7. Tête première, une présentation de meubles André Beaulieu, Développement économique Pierre de Sorel et du magazine Contact Affaires. En direct de l'Hôtel de la Rive pour le congrès de l'Union des transports adaptés et collectifs du Québec, c'est Tête première avec Denis Marion. Tête première, l'émission où les débats font avancer les choses. Voici votre chef d'orchestre, Denis Marion, à CJSO, c'est Tête première. Bonjour et bienvenue à Tête première, ici Denis Marion. C'est une occasion spéciale aujourd'hui parce que l'émission est diffusée en direct de l'Hôtel de la Rive. Sorel-Tracy accueille depuis hier et jusqu'à demain le congrès de l'Union des transports adaptés et collectifs du Québec. Il y a une centaine de personnes de partout au Québec qui offrent le transport adapté puis le transport collectif en région. Donc le transport collectif qui est offert à l'extérieur des grands centres qui sont réunis chez nous pour ces quelques jours. Le transport collectif est évidemment dans l'actualité actuellement, mais vous comprendrez que les réalités du transport en région et celles des grands centres sont bien différentes. On va regarder ça ensemble aujourd'hui avec mes invités. Puis on va regarder aussi un peu ce qui se fait ailleurs au Québec, parce que, évidemment, on a l'occasion à l'émission en particulier de s'informer souvent de ce que la Société de transport collectif de Pierre de Sorel nous offre comme service. Je vous rappelle donc que dans notre MRC et à Sorel-Tracy, mais aussi dans l'ensemble des municipalités rurales, le service adapté et collectif est non seulement offert, mais en augmentation d'achalandage. Donc, ça demeure quelque chose de drôlement intéressant pour la région. À l'émission aujourd'hui, des personnes qui sont présentes au congrès, ils sont des participants, ils sont aussi des experts invités. Ce sont des gens qui connaissent le sujet, puis que vous allez voir, ils ont des choses très intéressantes à nous partager. Et on se retrouve de l'autre côté de la pause publicitaire. Pour une fête des mères réussie, quoi de mieux que de se retrouver autour d'une bonne fondue ou d'un plateau à raclette? La Boucherie Joyale a tout ce qu'il faut pour préparer ses plats conviviales et familiales. Profitez de nos spéciaux sur les tendres et fines tranches de bœuf de qualité supérieure, de poulet et de porc. Trouvez une foule d'accompagnements et essayez notre fameux plateau terre et mer. De tout pour combler les papilles et ravir votre maman. La Boucherie Joyale, c'est toujours un régal. 235 boulevard Poliquin à côté du Canac. Fini la montagne d'oreillers pour lire ou regarder la télé au lit. Avec un lit électrique, adoptez une position confortable qui vous permettra de détendre et soulager la tension de vos muscles et articulations pour écouter votre série préférée en boucle. Jusqu'au 31 mai, épargnez 20% sur les lits électriques de la marque Baudouin ainsi que les fauteuils lève-personnel range chez Meubles André Beaulieu de Sorel-Tracy. Livraison gratuite dans un rayon de 250 km. Explorez tous les avantages de cette offre et plus encore en magasin ou au meublesbeaulieu.ca. Amateurs de sensations fortes, les régates de Sorel-Tracy sont de retour du 14 au 16 juin pour une 3e édition. Achetez votre passeport en pré-vente dès aujourd'hui à seulement 60 $. Cet été, soyez témoins d'un spectacle aquatique enivrant où les meilleurs pilotes de course d'hydroplane s'affrontent et assistent au spectacle de Matt Lang. Achetez votre passeport à 60 $ maintenant sur régatesoreltracy.com ou au bureau du groupe Jib, 2 rue Georges, Sorel-Tracy. Les régates internationales de Sorel-Tracy, propulsées par Nissan. Vous avez une idée pour votre entreprise? Développement économique Pierre de Sorel est votre partenaire d'affaires de première ligne. Développement durable, soutien technique, financement, accompagnement personnalisé, nous sommes là à chaque étape avec vous. Ensemble, collaborons à faire grandir économiquement notre région en créant des emplois durables et en stimulant l'entrepreneuriat d'ici. Prenez rendez-vous avec nous en visitant notre site web au depsregion.com. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à notre infolette pour rester informé des nouvelles économiques locales. Tête première, une présentation de meubles André Beaulieu, Développement économique Pierre de Sorel et du magazine Contact Affaires. En direct de l'Hôtel de la Rive pour le congrès de l'Union des transports adaptés et collectifs du Québec, c'est Tête première avec Denis Marion. Pour tout comprendre des vrais enjeux derrière un sujet chaud, de retour à Tête première avec Denis Marion. Alors, on revient, je vous le disais, on parle de transport collectif, de transport adapté en région. Avec moi aujourd'hui, il y a d'abord Laurence Letarte, qui est analyste en mobilité durable à la firme Vecteur 5. Bonjour Laurence. Bonjour. Vous étiez conférencière ce matin au congrès. Également, Maître Axel Fournier, qui
qui est un avocat d'abord, mais qui est aussi un citoyen qui s'intéresse aux enjeux de transport collectif. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Avec nous également, bien sûr, le président de l'Union des transports adaptés et collectifs du Québec et qui est aussi responsable du transport adapté et collectif à la MRC de Montcalm dans la Naudière, Marc-André Avoine. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, M. Marion. Et Simon Berthiaume, que vous avez déjà entendu sur nos ondes, qui est le directeur général de la Société de transport Pierre de Sorel. Bonjour. Alors, on va commencer d'abord par expliquer un peu à nos auditeurs ce qu'est l'UTAC, qui sont les membres de cette association-là et pourquoi vous vous retrouvez à Sorel-Tracy aujourd'hui. Effectivement, mais première chose, il ne faut pas confondre l'UTAC et l'UPAC, très important. On est beaucoup plus sympathique que l'UPAC, en le fond. Donc, l'UTAC, c'est l'Union des transports adaptés et collectifs du Québec. On regroupe à peu près 80 organismes de transport, que ce soit des organismes à but non lucratif ou des MRC, qui offrent des services de transport adapté puis de transport collectif. On fait un congrès annuel. À chaque année, on se déplace. On change de région. Nos membres sont aux quatre coins de la province. Puis cette année, ça allait de soi là, qu'on s'en allait du côté de Sorel-Tracy. On a reçu un super bel accueil, d'ailleurs. Qui est ici pour 3 jours? Parce que là, Marc-André, vous dites que c'est déjà partout à travers le Québec. J'ai vu sur les cocardes des gens qui sont quand même de régions très éloignées là, par rapport à nous. Donc, il y a du transport collectif et adapté partout ailleurs au Québec, il n'y a pas que chez nous. Partout au Québec, il y a des gens de l'Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord, de la Gaspésie, donc vraiment des 4 coins. Il y a du Québec. Principalement, c'est des gestionnaires, donc soit des directeurs généraux, des directeurs ou des coordonnateurs qui gèrent le transport adapté et le transport collectif dans leur région. Je vais m'adresser à Simon Berthiaume, le DG de notre société de transport collectif ici. Je pense que tu es aussi membre du CA, du conseil d'administration de l'UTAC. Pourquoi avoir fait cette invitation de venir nous retrouver chez nous? Ben oui, en fait, je me suis impliqué sur le conseil d'administration de l'UTAC l'an dernier, à l'Assemblée générale qui s'est déroulée à Mont-Tremblant. Donc, on a développé un service ici, puis de faire un partage de connaissances, puis de pouvoir contribuer à l'avancement des régions. Pour moi, c'est aussi important qu'on arrête de parler des grands centres, puis qu'on parle aussi, qu'on s'intéresse au côté régional. Puis d'inviter à Sorel-Tracy, pour moi, ben, c'est un privilège, puis je suis bien content de les avoir avec nous, évidemment. On va le répéter souvent, évidemment, le transport collectif qui est associé au transport adapté, il est présent partout sur l'ensemble du territoire. Souvent, particulièrement là, ces temps-ci où on a vu la crisette, entre guillemets, entre la ministre des Transports, Mme Guilbeault, et les maires des grandes villes, on a tendance à penser beaucoup qu'il s'agit que le transport collectif se résume au transport des grandes sociétés de transport. C'est quand même très intéressant de voir la salle aujourd'hui qui est composée de gens qui offrent du transport dans les MRC, les municipalités rurales, dans les régions où la densité est beaucoup moins grande. Simon ou Marc-André, c'est quoi l'avantage pour une société de transport, pour une régie, pour une MRC d'être membre de l'UTAC? Bien, je pense que c'est la possibilité de discuter avec ses collègues puis de se concerter. C'est vrai que ce qui a été fait ailleurs peut peut-être être répliqué chez nous. On peut peut-être l'améliorer, justement. Fait que c'est cette façon de faire-là. Puis, comme la plupart des organismes sont des très petits organismes, bien, c'est difficile des fois d'avoir de la formation. Donc, en se mettant ensemble, on peut faire avancer, par exemple, la formation. On peut aller chercher une expertise à l'extérieur. Quand on demande un avis juridique, par exemple, à Maître Fournier, bien, c'est un avis juridique qui est bon pour tout le monde. Puis, tandis qu'individuellement, c'est peut-être pas tout le monde qui aurait la possibilité de demander cet avis juridique-là. Et si je ne me trompe pas, vous êtes autour de 80 membres, donc 80 organisations membres de l'UTAC. Ça donne une bonne idée de la couverture sur l'ensemble du territoire du Québec. Exact. Puis, ces 80 organismes-là, vous faisiez la comparaison avec les sociétés de transport. On ne fait pas du transport de la même façon à Montréal qu'on peut en faire en région, mais il faut vraiment souligner tout le côté d'innovation puis d'imagination à déployer des services avec des moyens qui, parfois, sont assez limités. Mais c'est ce qui fait notre force, notre agilité, puis notre signe distinctif par rapport aux autres.
Et on parle de millions de Québécois qui utilisent le transport collectif là, sur l'ensemble du territoire, bien sûr, mais c'est également réel en milieu régional, en région. On parle de beaucoup de monde. Là. Peut-être, Simon, juste nous rappeler un peu globalement les chiffres d'achalandage. Juste chez nous, là, on est 50 000 de population sur le territoire de la MRC. Et malgré ça, il y a des chiffres assez impressionnants d'achalandage pour un service comme le nôtre. Là. Oui, effectivement. Ici, dans la région, comme vous l'avez dit, on a autour de 55-56 000 habitants. On tourne autour de 7-8 000 utilisateurs qui utilisent nos services sur base régulière. Donc, on parle d'individus quand on parle d'utilisateurs. Effectivement, d'individus qui sont inscrits. Qui génèrent, on a 3 services distincts, là, les autobus, le taxibus et le transport adapté. Donc, au niveau du taxibus, l'année passée, on a fait autour de 222 000 déplacements versus 70 000 avant la pandémie. Donc, on a vraiment une belle croissance. Au niveau des autobus, on a fait 135 000 déplacements l'année passée. On devrait franchir le cap du 200 000 cette année. Puis au niveau du transport adapté, on a récupéré aussi notre achalandage. Là, on était autour de 48 000 avant la pandémie. Puis là, on a tourné autour de 50 000 en 2023. Donc, avec des chiffres comme ceux-là, et si on dit qu'il y a entre 7 et 8 000, c'est ce que vous dites, là, 7 et 8 000 utilisateurs, ça veut dire à peu près 15 % de la population qui utilise le service. Alors, imaginons qu'on puisse monter à 18 % ou à 20 % ou à 25 %. On va fracasser des records. Marc-André, parlez-nous un peu de votre rôle à vous. C'est un format différent que vous avez dans la MRC de Montcalm. C'est la MRC qui est responsable là-bas directement du service. Juste peut-être nous glisser un petit mot de votre rôle et de ce que vous vivez, vous, là-bas. Bien, c'est sûr. Bon, vous l'avez mentionné d'emblée, c'est à l'intérieur de la MRC. De notre côté, nous, on fait appel à l'entreprise privée autant pour les taxis que les autobus. On n'est propriétaire d'aucun véhicule. Donc, on prend les réservations, on fait le suivi au niveau du service à la clientèle, parfois des gestions de plaintes, ça arrive malheureusement. De notre côté, on a le transport collectif avec le taxibus, le transport adapté. On a mis en place nouvellement cette année un transport porte-à-porte pour les aînés, une possibilité qu'on a eu de faire. Puis on a aussi des circuits qui traversent notre région pour aller vers les régions voisines. On les appelle nos circuits régionaux avec des horaires fixes. Donc, on se présente à l'arrêt à l'heure prévue. Juste pour aider nos auditeurs, la MRC de Montcalm, c'est dans l'Anaudière. Vous me disiez que la ville principale, c'est Saint-Lin. Exact. C'est notre plus gros on est rendu à 60 quelques mille de population. Quand même. Saint-Lin, c'est 23. Donc, c'est un peu la même dynamique qu'ici, là. Sorel-Tracy est très... Et les municipalités autour. Exactement. Puis, Montcalm, ça se trouve à être entre Saint-Jérôme et Joliette, tout de suite au nord là, des Terrebonne-Mascouche, donc à l'extérieur du territoire de la CMM. Je me tourne vers nos autres invités qui étaient des experts ce matin, qui ont donné des conférences. Madame Letarte, Laurence Letarte de chez Vecteur 5, vous avez parlé de critères de performance, c'est-à-dire, est-ce qu'on est en mesure actuellement d'évaluer le succès, entre guillemets, là, en simplifiant là, le transport collectif, parce qu'on sait qu'il existe des façons d'évaluer le transport dans les grands centres urbains, les grandes sociétés de transport qu'on connaît. Vous travaillez sur un projet qui vise justement à essayer de voir est-ce que c'est performant, est-ce que c'est intéressant et qu'est-ce que ça donne, le transport collectif? On ne vise pas nécessairement à mesurer la performance des services comme tels, mais plutôt mesurer l'impact des services sur le territoire. Donc, comment les services contribuent à répondre aux besoins des citoyens, puis comment on peut arriver, avec les données qu'on a, à mesurer cet impact-là à travers le Québec. Puis, ce matin, vous disiez, puis je pense que je vais reprendre votre idée là-dessus, il y a des grandes décisions à prendre en transport collectif. Puis tout à l'heure, je demanderai à Marc-André Avoine ce qu'il pense du débat actuel, mais on sait qu'il se pose des questions actuellement au Québec sur le transport collectif. On a tendance à toujours penser aux grands centres, mais la réalité, elle est réelle dans l'ensemble des régions du Québec. On le répète, je pense que ça doit faire 18 fois, je le dis depuis le début de l'émission. Mais les décideurs ont justement des décisions à prendre, que ce soit les élus municipaux, parce que souvent, c'est sur le territoire d'une MRC qu'on organise le transport collectif. C'est important d'offrir pour ces personnes-là une analyse de la pertinence du développement de ce transport collectif-là pour atteindre nos objectifs?
Absolument. Souvent, ce que les élus demandent, c'est comment le service qu'on va offrir répond aux besoins des citoyens, ces besoins-là qui sont exprimés de toutes sortes de manières ou des fois même pas exprimés. Mais le projet qu'on propose, donc, de mesurer l'accessibilité en fonction du transport collectif, ça permet de mesurer ça. À quel point les services de transport collectif répondent aux besoins, puis comment on pourrait améliorer les services pour justement qu'ils répondent mieux à ces besoins-là d'accessibilité, comment on peut aller à différents services comme l'épicerie, comme les soins de santé, comme l'éducation, comment les services de transport collectif nous permettent d'atteindre ces besoins-là. Puis ça, c'est une question que les décideurs nous demandent souvent. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de le chiffrer. Maître Fournier, de votre côté, je le disais, vous êtes quelqu'un qui vous intéressez outre professionnellement, mais même comme citoyen, vous êtes très engagé. C'est important de participer à un congrès comme celui-ci? Absolument, parce que c'est une chance de voir ce qui se fait un peu partout sur le territoire, d'avoir les expériences de tout le monde, parce qu'on a chacun notre expérience ancrée dans notre lieu où on habite, où on va, mais de voir tout ce qui se passe au Québec, moi, ça me stimule, puis c'est de voir qu'il y a plein de passionnés du transport collectif. Ça donne le goût de continuer à s'impliquer. Vous avez présenté des éléments là, peut-être un peu techniques là, ce matin qui sont importants pour les sociétés de transport, mais de façon générale, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a de l'avenir pour les transports collectifs? Absolument, parce que quand on regarde les jeunes, de moins en moins, ils veulent avoir d'auto. L'âge d'obtention du permis de conduire a reculé dans les dernières années en Amérique du Nord, notamment au Québec. Donc, les jeunes veulent une solution à l'auto solo. Le transport collectif en est une. Maintenant, il s'agit de s'assurer de donner les services pour qu'ils puissent continuer de vivre sans auto. Et pour rendre ça accessible, comme Mme Letarte le disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut s'assurer que le transport collectif rejoint les gens pour leur permettre de se déplacer vers l'endroit où ils veulent aller. Exactement. Lier les résidences aux principales opportunités que leur offre le territoire. Écoutez, c'est important de savoir qu'au Québec, il y a un grand nombre d'organismes qui sont responsables du transport adapté, du transport collectif, comme notre société de transport collectif ici dans Pierre-de-Sorel. Des modèles différents, il y en a, des expériences différentes, il y en a, mais aussi des enjeux semblables. C'est peut-être un peu la raison pour laquelle des organisations comme l'UTAC existent. Qu'est-ce qui se passe ailleurs au Québec? On va aller vers ça de l'autre côté de la pause publicitaire. Que vit le Québec en transport collectif? La bonne nouvelle économique. Une présentation de la Caisse des Jardins Pierre-de-Sorel et du magazine Contact Affaires. Le Centre de transfert technologique en écologie industrielle obtient un prix convoité. Il a reçu au Salon des technologies environnementales organisé par Réseau Environnement la distinction Bernard Lemaire, secteur matières résiduelles. La distinction Bernard Lemaire est remise à une organisation ou une personne œuvrant dans le domaine des matières résiduelles qui a contribué de façon remarquable à l'amélioration et à la bonne gestion des infrastructures ou des bonnes pratiques dans ce secteur. En recevant le prix, la directrice générale du Carrefour, Claude Maheu-Picard, a soumis qu'il s'agissait d'une bien belle façon de récompenser les 25 ans de travail de l'organisation en faveur de l'écologie industrielle et de l'économie circulaire. La bonne nouvelle économique vous a été présentée par la Caisse des Jardins Pierre-de-Sorel et le magazine Contact Affaires. Découvrez la nouvelle pizza sur pain plat de Tim, fraîchement sortie du four et offerte en 4 délicieuses saveurs. À partir de seulement $6,99 plus taxes. Essayez la pizza sur pain plat dès aujourd'hui chez Tim. Votre tournée Tim ne sera plus jamais la même. Des conditions s'appliquent dans les restaurants participants au Canada seulement. Fini la montagne d'oreillers pour lire ou regarder la télé au lit. Avec un lit électrique, adoptez une position confortable qui vous permettra de détendre et soulager la tension de vos muscles et articulations pour écouter votre série préférée en boucle. Jusqu'au 31 mai, épargnez 20% sur les lits électriques de la marque Baudouin ainsi que les fauteuils lève-personne Range chez Meubles André Beaulieu de Sorel-Tracy. Livraison gratuite dans un rayon de 250 km. Explorez tous les avantages de cette offre et plus encore en magasin ou au meublesbeaulieu.ca. Pour la fête des mères, Pure Détente et Spa est ravi d'offrir le choix entre 2 forfaits exclusifs. Le Good Mood ou le Somptueuse pour elle, accompagné d'un verre de vin gratuit. Choisissez entre un massage apaisant ou un soin du visage
messages revitalisants pour montrer votre appréciation. Vous pouvez acheter ces cadeaux en personne à notre centre ou en ligne au puredétentespa.com. Toute notre équipe souhaite à toutes les mamans une très bonne fête des mères. Tête première, une présentation de meubles André Beaulieu, Développement économique Pierre de Sorel et du magazine Contact Affaires. En direct de l'Hôtel de la Rive pour le congrès de l'Union des transports adaptés et collectifs du Québec, c'est Tête première avec Denis Marion. Pour tout comprendre des vrais enjeux derrière un sujet chaud, de retour à Tête première avec Denis Marion. On est de retour. Je vous le disais au début, on est ici en particulier aujourd'hui parce qu'il y a un congrès des sociétés de transport et des organismes, en fait, qui offrent le transport partout à travers le Québec. Je suis avec le président de cette Union des transports adaptés et collectifs du Québec, Marc-André Avoine. Il y a également avec nous Simon Berthiaume, que vous connaissez, qui est le DG de la Société de transport de Pierre de Sorel. Laurence Letarte, qui est une analyste en mobilité durable dans une firme qui s'appelle Vecteur 5, et Maître Axel Fournier, un avocat et aussi un citoyen qui s'intéresse aux enjeux du transport collectif. Marc-André, on le disait tout à l'heure, il y a eu tout un débat depuis une dizaine de jours sur le transport collectif. La ministre des Transports a, je dirais, évolué dans sa définition du rôle du gouvernement du Québec. Je ne peux pas m'empêcher de vous demander votre avis sur ce que vous pensez de la situation actuelle et de ce débat-là, qui d'abord s'adresse aux grandes sociétés de transport dans un premier temps, mais les difficultés de financement, je suis sûr que c'est tout le monde qui en est touché. Exact. Bien, c'est sûr, ça a commencé, vous l'avez dit, dans les sociétés de transport. Ce qu'on constate, c'est que de leur côté, il y a des grosses difficultés liées à la reprise là, oui, après post-pandémie, qui est très difficile au niveau du financement. Ce qu'on constate, par contre, dans les régions, c'est que le transport va bien. Il a repris pas mal son air d'aller, si je peux me permettre l'expression. Et on est... excluant peut-être la première déclaration de Mme Guilbeault, la deuxième, on est davantage d'accord avec elle. Parce que, oui, l'État, le gouvernement du Québec a un rôle à jouer en matière de transport. Cependant, à nos yeux, ce qui est très clair, c'est que les organismes de transport locaux et les élus locaux sont les meilleures personnes pour savoir comment déployer le service. C'est pas vrai que c'est en haut du complexe G qu'on va pouvoir dire, bien, dans Pierre de Sorel, le service va se déployer de telle façon. Ça n'a pas de sens. Tout à fait. Et en fait, c'est chacun son rôle. Je pense que c'est un peu la conclusion de la semaine, c'est-à-dire quel est exactement le rôle du gouvernement du Québec dans la réflexion sur l'avenir du transport collectif. Je vous rappelle, puis peut-être qu'on devrait parler un petit peu d'aménagement de territoire, puis de tous les enjeux liés au climat. Ça fait partie des réflexions actuellement. On a des objectifs pour 2050 et le développement du transport collectif fait partie, évidemment, de cet aspect-là. Est-ce que vous pensez qu'on est au bon endroit actuellement dans l'évolution des choses quand on parle de transport collectif? C'est une très bonne question. Mais vous avez le droit de dire non. Hein? Bien, on est certainement au bon endroit, mais on peut certainement faire mieux de toutes sortes de façons. Vous parliez d'aménagement du territoire, comment on peut intégrer la planification de l'aménagement du territoire au transport. Bien, ça, c'est quelque chose qui est demandé actuellement au MRC, puis qui va certainement contribuer à atteindre des objectifs en termes de changement climatique, mais aussi en termes d'équité. Puis je reviens à l'accessibilité, en termes d'accessibilité. Maître Fournier, votre avis? Moi, je vous dirais non, on ne va pas dans la bonne direction au transport collectif. Et le problème, c'est qu'il y a eu un gros débat qui est fait sur la perte d'achalandage suite à la COVID, mais la perte d'achalandage, c'est essentiellement des gens qui vont travailler dans les grands centres aux heures de pointe. Or, les besoins des usagers sont de plus en plus des déplacements qui ne vont pas vers les grands centres et en dehors des heures de pointe. Et l'offre doit suivre les nouveaux besoins. Et malheureusement, s'il n'y a pas d'argent qui est versé par les pouvoirs publics, on n'arrivera pas à progresser et à offrir les nouveaux services dont on a besoin. Donc, il y a des MRC qui, comme la MRC Pierre de Sorel, ont choisi d'investir, mais c'est pas le cas de toutes les MRC. Il y en a qui n'ont pas les mêmes moyens aussi. Donc, ça prend une aide gouvernementale et nous, on pense que le gouvernement ne doit pas s'en laver les mains et simplement utiliser la COVID comme excuse.
Simon, on a vu évoluer aussi les habitudes de transport, c'est-à-dire que traditionnellement, y compris dans notre MRC, on partait, par exemple, des milieux ruraux pour aller vers la ville-centre, puis on s'aperçoit doucement qu'il y a de plus en plus de besoins ou d'attentes pour se déplacer d'une municipalité rurale à l'autre. Est-ce que c'est un peu ce que vient de dire Maître Fournier sur l'évolution des besoins de transport? Oui, tout à fait. Les déplacements, initialement, c'est vu par les centres, mais les municipalités régionales et les municipalités rurales, quand ils ont accès à un service, on voit que ça l'utilise, les services aussi. Puis ça prend des services qui répondent aux besoins de la population. Puis quand on parle de financement, c'est un peu ça. Les municipalités rurales, les MRC, n'ont pas les subventions présentement pour se permettre de faire ça. Puis il n'y a pas de pérennité dans les subventions non plus. Donc, on fait de la planification, les yeux fermés, on ouvre les services, on développe, mais on ne sait pas ce qui va arriver l'année prochaine en termes de subventions de soutien financier. De soutien financier. Tout peut changer, tout peut basculer, puis ça peut venir mettre en péril des services. Donc, c'est un peu difficile de planifier tout ça. Est-ce que la politique de transport durable, non, de mobilité durable, est un bon soutien comment je pourrais dire ça, à la planification, justement, du transport. Puis là, je regarde Laurence Le Taft. Mais ce que je veux dire, c'est que quelque part, ça prend des outils qui nous disent, des politiques qui nous disent, voici où on va aller au cours des prochaines années. Est-ce qu'on nous offre ça actuellement, cette vision-là? En fait, la politique de mobilité durable, elle est merveilleuse. Le problème, c'est que ça demeure une politique. Et il n'y a pas d'action. Les actions qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs de la politique ne sont pas financées, ne sont pas mises de l'avant. Donc, je pense que ce qu'il faut, c'est pas une nouvelle politique, c'est appliquer la politique qu'on a et qu'on s'est donnée. J'ai entendu à plusieurs reprises depuis le début du Congrès une phrase que je trouve très pertinente. Quand on n'a pas d'argent, on est aussi bien d'être imaginatif. Et une des choses que je constate à entendre les différents responsables d'organismes de transport partout à travers le Québec, c'est qu'il y en a eu des exemples d'imagination. Je ne sais pas si vous pourriez nous en partager quelques-uns que vous trouvez inspirants ou que vous trouvez intéressants de partager, justement. Bien, je peux peut-être commencer. Il y a un projet, la MRC Nicolet-Yamaska, pas tellement loin d'ici. Non, tout à fait, vos voisins. Ils ont débuté un service de parrainage, marrainage là, de nouvelles utilisateurs du transport. Donc, somme toute, c'est de dire, Monsieur Marion utilise le transport et il souhaite le faire découvrir à Maître Fournier. Donc, vous montez à bord ensemble, il lui explique comment que le service fonctionne. Donc, puis, on le sait, là, on est des petites bêtes qui veulent garder nos habitudes. Fait que dès que ça change et notre confort. C'est un peu déstabilisant. Fait que c'est pour venir justement pallier à tout ça. Intéressant. Puis cette problématique-là, là, c'est pas juste dans Nicolet-Yamaska. Là, je l'entends moi aussi dans Montcalm. Il y a un besoin partout. C'est un exemple. Puis un des super beaux exemples que je trouve, c'est ici dans Pierre de Sorel par rapport à tout ce qui est mode de paiement à bord. Là. Simon, tu pourras en parler, là. Oui. En fait, nous, c'est qu'on a mis en place un système de paiement par Interac, carte bancaire en réalité, là, que ce soit Interac ou crédit. On a mis ça en place en 2022. On était parmi les premiers au Québec. Tantôt, on mentionnait Laval. Laval, c'est un système intégré à leur système de billettique, tandis que nous, on l'a établi en termes de projet pilote. Donc, c'est des machines à part, mais on a l'intention d'aller plus loin puis de faire vraiment un système intégré aussi. Là, Simon, ça veut dire que quand on monte à bord d'un autobus ou à bord d'un taxi, là, pour les taxibus, on peut payer avec sa carte de débit ou sa carte de crédit parce qu'il y a un bloc là, qui nous permet de le faire direct. Là. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'argent comptant. Là. Non, en fait, on accepte toutes les méthodes de paiement, que ce soit par carte bancaire, argent comptant, carte de transport, acquisition en ligne aussi. Là. Ça m'amène à une question. La question de l'accessibilité, on l'a abordée tout à l'heure, c'est-à-dire comment le transport collectif nous permet de nous rendre aux endroits où on veut aller. Et c'est l'autonomie là, qui est en cause. Mais il y a plusieurs projets qui visent à faciliter la vie de l'usager. C'en est un là, sur la question du paiement. Le fait d'avoir accès à travers notre téléphone ou à travers un ordinateur à des informations qui nous facilitent la vie. On voit là, il y a une évolution très grande, y compris dans les petits services qui offrent le transport collectif. C'est plutôt prometteur, ça. Les grands, le feeling que j'ai, vous me direz si j'ai tort. Le feeling que j'ai, c'est que
les grandes politiques ne suivent pas. C'est-à-dire la politique existe, mais il n'y a pas de vrai plan d'action, puis il n'y a surtout pas d'investissement majeur qui devrait y avoir là, pour le transport collectif. Mais ça n'empêche pas les organismes de transport public, de transport collectif et de transport adapté de poursuivre toutes sortes de façons d'améliorer le service dans le cadre actuel. C'est assez phénoménal de voir ça quand même. Vous autres, vos membres, ils sont fiers de ça, Marc-Antoine, Marc-André, de faire les choses de façon, comment je peux dire ça, en évolution. Ça t'arrête pas là, le transport collectif actuellement. Là. Bien, tu sais, je dirais, on est peut-être plus petit, mais on est aussi d'abord et avant tout beaucoup plus agile que les grosses organisations qui sont des gros... on dirait des gros mammouths là, qui ont de la difficulté peut-être à se mouvoir. On est beaucoup plus agile là-dedans. Puis on est beaucoup plus près aussi du citoyen qui nous donne ses commentaires, qu'est-ce qu'il souhaite avoir, vers quoi il veut aller. Puis je pense qu'à la base, comme tout gestionnaire, il faut être le plus possible à l'écoute de ce que la clientèle veut. Moi, personnellement, je me souviens pendant la pandémie, quand on nous a envoyés tous à la maison, là, je trouvais ça tellement difficile de ne pas pouvoir entendre ce qui se passait au bureau qu'assez rapidement, je suis retourné parce qu'il faut toujours rester connecté avec la réalité. Maître Fournier, ce matin, dans votre présentation, vous avez pris la peine de souligner l'augmentation de la part des MRC dans le financement du transport collectif. C'est-à-dire que la part des subventions demeure, mais compte tenu de l'augmentation des coûts, les MRC sont sollicités un peu plus. C'est vrai chez nous, mais c'est vrai aussi ailleurs. Qu'est-ce que ça crée comme limite à l'augmentation de l'achalandage? La question que je veux vous poser, c'est quelle est la collaboration des élus à travers tout ça et quelle est leur réaction par rapport aux besoins grandissants de soutien financier vers le transport collectif? Je vous dirais qu'il y a deux types de réactions d'élus. Là. Il y a la première, qu'il y a des élus qui comprennent l'importance du transport collectif puis qui sont prêts à libérer des sommes. Parfois, il y a d'autres élus qui, eux, se disent, mes citoyens n'en ont pas besoin, c'est l'affaire de la ville-centre. Souvent, on va entendre ce discours-là, puis c'est malheureux parce que c'est faux. Là. Donc, les citoyens des municipalités périphériques vont avoir besoin aussi du transport collectif à un moment donné. Mais c'est qu'à un moment donné, si on décide de dire, là, je veux pas payer pour un service parce que c'est juste pour juste la ville-centre qui en a, mais à un moment donné, on se ramasse à être incapable de financer les services dont on bénéficie tous. Donc, parfois, il y a un peu un discours de paroisse contre paroisse. Là, ça, c'est peut-être un peu un problème, mais moi, je vois beaucoup plus d'élus qui veulent développer le transport collectif au niveau des MRC. Là. Ça s'inscrit probablement dans l'évolution du monde municipal actuellement qui se tourne beaucoup plus vers les services, la réalité des citoyens eux-mêmes, là, de la vie des citoyens eux-mêmes. Écoutez, il nous reste, on va retourner en pause publicitaire. On est confronté au changement climatique, évidemment. J'abordais la question des plans climat tout à l'heure que les MRC doivent réaliser là, en vue de nous permettre de nous adapter au changement climatique. Le ministre Fitzgibbon, qui est un ministre important de ce gouvernement, a dit en juin dernier qu'il fallait réduire de moitié le parc automobile au Québec si on veut atteindre nos cibles d'émissions de gaz à effet de serre. Sa déclaration avait quand même créé un certain émoi. Je veux quand même souligner que la vraie déclaration, elle vient d'un organisme international qui a dit que c'était 75 % de réduction du parc automobile. Mais on n'est pas là pour être contre l'auto. Là. Il s'agit d'offrir des alternatives pour se déplacer. Il y a de la pression sur les organismes qui offrent le transport adapté et collectif. De quoi va être fait l'avenir? On va en parler de l'autre côté de la pause publicitaire que voici. Le magazine Contact Affaires célèbre ses 25 ans. 25 ans d'histoire économique sorelloise grâce à vous, gens d'affaires et acteurs socio-économiques de notre région. 50 numéros qui ont fait la promotion de vos entreprises et organismes. Des centaines d'entrevues, chroniques, publi-reportages et publicités mettant en valeur votre esprit entrepreneurial, votre savoir-faire et vos projets. Des milliers de pages qui ont raconté vos réalisations, vos réussites, vos défis. Grâce à votre confiance et à votre collaboration, Contact Affaires a rempli sa mission. Être un acteur de développement économique, un outil d'information, de promotion et de réflexion qui favorise les contacts entre les acteurs de notre milieu en témoignant de leur vision et de leurs expériences. Un outil de fierté régionale qui nous motive depuis 25 ans pour réussir ensemble.
Bravo et merci. Hey, Sorel-Tracy, le samedi 18 mai de 10h à 13h, rendez-vous au Rona Tracy avec vos enfants pour une journée spéciale. Venez construire votre cabane d'oiseaux et ce, gratuitement. En plus, toute la famille pourra profiter de collations et de boissons offertes sur place. Ne manquez pas ça. Mais attention, les places sont limitées. Visitez le rona.ca pour plus de détails. Sur le rythme. CJSO. Du lundi au vendredi, sur le rythme le matin, c'est votre accompagnement rêvé au boulot ou à la maison. De 9h à midi, CJSO vous propose 180 minutes sans pub, 3 heures avec là-dedans juste vos chansons préférées. Et dès 13h jusqu'à 15h30, moi, Alex Trudel, je partage avec vous des nouvelles de vos artistes préférés, ma bonne humeur et on parle de nous à CJSO et CJSO.ca. CJSO 101.7. Express Pub. Tu as des problèmes de drogue, d'alcool ou de jeux pathologiques? Ou peut-être tu connais quelqu'un qui en a? N'hésite pas à nous contacter 24 heures par jour, 7 jours sur 7, et ce, 365 jours par année. Une équipe est là pour t'orienter dans tes démarches. Maison La Margelle, 450-746-2788. Tête première, une présentation de meubles André Beaulieu, développement économique Pierre de Sorel et du magazine Contact Affaires. En direct de l'Hôtel de la Rive pour le congrès de l'Union des transports adaptés et collectifs du Québec, c'est Tête première avec Denis Marion. Pour tout comprendre des vrais enjeux derrière un sujet chaud, de retour à Tête première avec Denis Marion. On est de retour avec Marc-André Avoine, qui est le président de l'Union des transports adaptés et collectifs du Québec, avec Maître Axel Fournier, qui est un avocat et, je le répète à chaque fois, mais un citoyen qui s'intéresse aux enjeux de transport collectif. Laurence Letarte, qui, elle, est une analyste en mobilité durable à la firme Vecteur 5, et Simon Berthiaume, qui est le DG de notre société de transport collectif. Madame Letarte, justement, je viens de dire que vous êtes une analyste en mobilité durable. C'est le fun des fois quand on essaie d'expliquer les concepts, de permettre aux gens de comprendre. On parle de politique de mobilité durable, on parle d'avenir de la mobilité durable. Qu'est-ce que c'est la mobilité durable? Bien, ça aussi, c'est une excellente question. Bien, la mobilité durable, elle vise finalement à atteindre les objectifs du développement durable qui sont liés à l'environnement, aux aspects de société, donc l'équité, et aussi aux aspects économiques. Donc, quand on développe la mobilité, il faut garder en tête ces priorités-là qui sont liées au développement durable. Donc, nos priorités en termes d'équité, nos priorités en termes de respect de l'environnement, que ce soit de l'utilisation du territoire ou, par exemple, de la réduction des GES. Et nos priorités aussi en termes économiques, à comment on veut utiliser les ressources dont on dispose pour permettre aux gens de se déplacer. Est-ce qu'on veut l'utiliser en faisant des routes? Est-ce qu'on veut l'utiliser en offrant du transport collectif? Ou toutes les autres formes de mobilité, parce que là, on parle de transport collectif, mais on peut parler de covoiturage, on peut parler de mobilité partagée. Il y a beaucoup de possibilités en termes de mobilité durable. Et plus simplement, souvent, quand on parle de mobilité durable dans le langage commun, on parle de la mobilité active et collective, qui n'est pas nécessairement la mobilité qu'on fait en auto solo. Donc, il y a deux grandes utilisation de ce mot. Ça fait plusieurs fois que vous utilisez le mot équité. Je pense que ça vaut la peine de... Le Québec est un grand territoire. Notre MRC est aussi grande par rapport à... Je veux dire, la Gaspésie, c'est plus grand encore, là, on s'entend, ou l'Abitibi-Témiscamingue, mais la question de l'équité, elle est importante, c'est-à-dire comment vous considérez que le fait que l'offre de transport doit être équitable, c'est vraiment quelque chose qu'on devrait viser? C'est vraiment souvent une priorité des élus, des décideurs, l'équité. Quand on pense à tout l'argent qui est mis en termes de services, que ce soit des soins de santé ou des établissements d'enseignement qui sont disponibles sur le territoire, mais si les citoyens n'ont pas accès à ces services-là, c'est vraiment une question d'équité. S'ils n'ont pas accès à ces services-là, ça ne donne rien de les offrir s'ils ne peuvent pas s'y rendre. Donc, la mobilité collective, quand les gens n'ont pas de voiture, par exemple, bien, c'est ce qui nous permet de faire le lien entre les besoins des citoyens et les services qui sont offerts, soit par les gouvernements ou les municipalités. Est-ce que je peux faire un parallèle? On trouve normal
au Québec d'avoir des routes qui nous mènent jusqu'aux coins les plus éloignés des grands centres, parce que, justement, on souhaite offrir une certaine équité dans l'accès à la route. Okay? C'est-à-dire, on dit, ben là, c'est de l'argent public, ça, là. Et donc, on veut s'assurer que tout le monde puisse se promener sur sa voiture, avec sa voiture, peu importe où il veut aller sur le territoire. C'est un peu la même chose en transport collectif, c'est-à-dire, si on veut offrir un choix à la population, il faut que ce choix-là, il soit à peu près semblable d'un endroit à l'autre. Je ne m'attends pas à ce qu'il y ait une station de métro à Massuville, mais qu'on soit capable de se déplacer de la petite municipalité où j'habite vers ailleurs, ça fait que c'est plus équitable. Je suis un citoyen égal, entre guillemets, là, à ce moment-là. Je peux participer à la vie sociale, aux opportunités qui s'offrent à moi. C'est extrêmement important, sinon on reste isolé à la maison. Puis là, on rentre dans le concept de la pauvreté en transport. Donc, tous ces éléments-là liés à la mobilité. Je ne sais pas si j'ai le droit de faire ce parallèle-là, mais on a beaucoup, beaucoup parlé de l'accès à Internet sur l'ensemble du territoire du Québec en utilisant le même argument, c'est-à-dire pourquoi faudrait-il qu'il y ait des citoyens qui n'aient pas accès à Internet partout à travers le Québec? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on devrait viser aussi pour le transport collectif si on veut offrir une alternative au déplacement en offrant du service? Je vais prendre la balle au bon, mais je vais vous donner un exemple. J'ai participé à une consultation d'Exo pour le secteur sud-ouest, donc c'est la région de Châteauguay. Puis un des éléments que les intervenants disaient, c'est qu'il n'y a pas de service de transport entre Châteauguay, où il y a un hôpital, et les autres secteurs de la MRC de Roussillon, qui sont desservis par le même hôpital, donc La Prairie, Delson, Candiac, Sainte-Catherine. Les gens doivent passer par Montréal, en transport en commun, faire un détour de 2 heures pour se rendre à l'hôpital qui est tout juste à côté. Dans ce temps-là, c'est vraiment un problème concret, c'est qu'on dépense des milliards en soins de santé, mais si les gens n'ont pas accès aux soins de santé parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir une automobile, on vient, à ce cas-là, contrecarrer les investissements qu'on fait. Même chose, un intervenant disait à Saint-Rémy, une municipalité où il n'y a pas de transport collectif, les jeunes, il y en a qui vont s'empêcher d'étudier parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller faire des études supérieures à un endroit que ça prend une auto pour y aller parce qu'ils n'ont pas de transport collectif pour sortir de la MRC. Donc, le transport collectif, c'est pas uniquement une question de mobilité, c'est aussi une question d'accès aux services publics pour lesquels tout le monde contribue. Simon, on a vu une augmentation, je crois, mais tu me le confirmes, du nombre d'étudiants, par exemple, qui se déplacent vers le cégep dans la région grâce au service qui est offert. C'est important pour le cégep de rendre ces services accessibles, justement. On a une augmentation des étudiants vers le cégep de Sorel-Tracy, mais aussi vers les universités de Montréal qu'on dessert via Longueuil. Puis on a des partenariats avec le cégep de Sorel-Tracy justement pour développer leurs besoins pour répondre à leur admission. Donc, on a d'autres territoires qui vont chercher, eux autres, des étudiants pour les amener vers Sorel-Tracy, où on aurait un principe similaire, que l'étudiant devrait passer par Montréal pour venir à Sorel-Tracy, puis avoir un transport qui dure 2 heures et demie. Donc, on essaie de limiter ça aussi par des partenariats avec les institutions. Donc l'accessibilité, elle n'est pas que l'accessibilité au transport, c'est l'accessibilité vers les services. Puis donc, si on est intéressé par l'accès à la santé, aux services de santé puis l'accès aux services d'éducation, bien, c'est sûr que le développement du transport collectif, c'est un outil qui nous mène à ça. Puis on est tous susceptibles à un moment ou à un autre de notre vie à ne pas pouvoir avoir une voiture, ne serait-ce que par des contraintes économiques, mais aussi parce que on va tous vieillir, éventuellement ne plus pouvoir ou vouloir conduire, avoir des adolescents qui ne conduisent pas, être blessés, avoir une petite bad luck et ne pas avoir de permis. Donc, il y a toutes sortes de moments dans notre vie où nous ou un de nos très proches pourrait avoir besoin de cette alternative-là. C'est le filet de sécurité, finalement, là. Ce filet-là qui est indispensable pour avoir accès aux services. Puis si je peux poursuivre, le transport, c'est un outil de développement social. Je pense qu'on l'a abondamment discuté. C'est un outil de développement économique. Certaines régions, là, les travailleurs, c'est en très forte proportion qu'ils utilisent le transport collectif aussi. Les étudiants, on en a parlé. Donc,
ça a des effets sur l'ensemble de la société. Puis souvent, l'image qu'on a, c'est de dire « Ah oui, c'est juste les pauvres puis les écolos qui prennent ça. » Ben non, c'est pas juste les pauvres puis les écolos. C'est des gens qui, des fois, ça leur tente pas de prendre leur véhicule, même s'ils ont le permis de conduire, même s'ils ont le véhicule dans l'entrée. Je me souviens, moi, j'étais au conseil de la MRC. Là, j'étais maire à l'époque où on a redéfini notre transport collectif avec Simon Berthiaume. Et je me souviens que parmi les arguments de certains de mes collègues, il y avait l'accès à l'emploi, l'accès à des entreprises qui sont situées dans des municipalités rurales. Et entre autres, avec l'arrivée de plusieurs travailleurs issus de l'immigration, il y avait des enjeux de... Tu sais, ça prend un bout de temps avant d'être capable d'acheter une voiture si on est obligé d'aller là. Puis là, tout à coup, avec l'arrivée du transport collectif, on répondait à un besoin et on enlevait même de la pression financière sur l'entreprise qui avait besoin de cette main-d'œuvre-là et de la pression sur les employés eux-mêmes qui n'étaient pas obligés de s'acheter une voiture dès le départ en commençant un emploi. Simon, c'était quand même important, cet aspect-là. Oui, c'est un gros développement qu'on a fait, puis je pense qu'il faut faire le parallèle avec les régions aussi, parce qu'on est toute une singularité qui est différente. Nous, on a un territoire de près de 600 km², mais qui est structurellement à proximité quand même, mais on a des territoires comme l'Abitibi-Témiscamingue qu'on parlait, mais Matawini, entre autres, qui ont des territoires de 15 à 18 km². Si tu veux mettre en place puis répondre aux besoins puis donner accès aux services, ça prend des équipements, ça prend des véhicules, mais ça prend le financement qui suit. On a un financement qui est similaire à ces régions-là, puis pourtant, on a un territoire qui est beaucoup plus petit. Donc, c'est plus facile pour un territoire comme nous, MRC de Drummond, qu'une MRC comme Matawini de développer puis de répondre aux besoins de la population. En fait, on finance un déplacement à Montréal de la même façon qu'on le finance en Abitibi. Le gouvernement du Québec donne un soutien financier au déplacement qui vaut à peu près à 15 $. On comprend qu'à Montréal, à 1 km, on va aller chercher beaucoup de citoyens. Peut-être qu'à Barrault, en Abitibi, d'après moi, c'est peut-être un peu moins. Oui, tout à fait. Il faut être capable de planifier, l'enjeu de la planification stratégique. Puis là, je partage ma conviction profonde que la planification stratégique est quelque chose d'important. Ça nous permet de voir où on veut aller et de prendre les moyens pour y arriver. Dans le contexte actuel, Mme Letarte, est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Est-ce que c'est une trop grande pression pour les élus municipaux, par exemple, d'être capable dans une situation où la plupart des organismes sont toujours en survie, là, je pense que c'est ça qu'il faut se dire, là. Est-ce qu'on est capable de faire une vraie planification stratégique de transport? On est capable de se projeter au niveau des besoins, dans le sens où on est capable de dire voici ce dont on a besoin, mais de là à se projeter sur voici les moyens qu'on a pour répondre à ces besoins-là. Là, en ce moment, c'est beaucoup plus difficile, là, puis ne serait-ce que pour la prévisibilité du financement actuel, c'est très difficile de se projeter même au-delà d'1 an là, dans le développement des services. Donc, actuellement, ça serait une très grande limite. Écoutez, je veux remercier mes invités. On a presque terminé l'émission déjà. Marc-André Avoine, qui est le président de l'Union des transports adaptés et collectifs du Québec. Merci, Marc-André, d'avoir participé à l'émission. Maître Axel Fournier, avocat. Laurence Letarte, une analyste en mobilité durable chez Vecteur 5. Et Simon Berthiaume, notre DG à la Société de transport collectif de Pierre de Sorel. Merci à vous quatre. Je dois redire, et je crois profondément au fait que le transport collectif, c'est un indicateur de notre capacité. Notre niveau de transport collectif, c'est un indicateur de notre capacité à nous adapter, entre autres, au changement climatique et à l'évolution de notre gestion du territoire. Je crois que nous avons besoin des organismes de transport collectif partout à travers le Québec et c'est quand même assez impressionnant, je le constate en participant à votre congrès, les efforts qui sont faits partout à travers le Québec pour offrir un service de qualité. Le mot qualité est revenu très, très souvent dans les préoccupations des gens qui participent à votre congrès. Je trouve ça assez extraordinaire. Ici Denis Marion, un grand merci à Jean Lemay et à toute l'équipe qui est encore au studio à CJSO pour la mise en onde aujourd'hui un peu spéciale en direct de l'Hôtel de la Rive. Je vous souhaite une excellente fin de journée et on se retrouve pour Tête Première une autre semaine.
Tête première, une présentation de meubles André Beaulieu, développement économique Pierre de Sorel et du magazine Contact Affaires. En direct de l'Hôtel de la Rive pour le congrès de l'Union des transports adaptés et collectifs du Québec, c'est Tête première avec Denis Marion. Vous avez une idée pour votre entreprise? Développement économique Pierre de Sorel est votre partenaire d'affaires de première ligne. Développement durable, soutien technique, financement, accompagnement personnalisé. Nous